jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice de Communisson. Mon métier ? Libérer la communication et la joie pour transformer vos environnements professionnels et personnels. J'accompagne les entreprises et les individus à bâtir des espaces où règne la confiance, la cohésion, l'inclusion et la simplicité. Mon objectif ? Vous aider à oser être pleinement vous-même, à suivre votre propre chemin et à faire décoller vos projets. Grâce à des approches variées et créatives, je vous propose un accompagnement spécialement pour vous. Ensemble, créons un avenir riche en sens, en lien et en joie. Alors, prête à embarquer ? Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Livia Bonnour. Alors Livia, je vais la découvrir en même temps que vous parce que figurez-vous que on s'est découvert il y a quelques semaines de cela sur les réseaux sociaux et ça a matché. Vous voyez, c'est comme les histoires d'amour, voilà, pof, une rencontre comme ça au hasard et hop, on a envie d'aller plus se découvrir. Et c'est le cas avec Livia. Alors, bien sûr, hein, vous me connaissez, je suis bavarde, mais Livia va se présenter. Avant tout, quand même, je vais vous dire qui elle est rapidement. Et elle va venir ajouter son grain de sel. Donc, Livia, elle est coach, auteure et conférencière. Et entre autres, elle a récemment écrit un livre qui s'appelle À la poursuite du Phaos. Et je vous avoue que moi, il m'intéresse ce livre-là parce que dans ce livre, elle parle de libérer le pouvoir créatif en entreprise dans lequel Livia mêle analyse business et conte d'Heroic Fantasy. Alors, vous comprenez, j'ai plein de questions à lui poser parce que Heroic Fantasy, conte Heroic Fantasy, moi je vois des personnages un petit peu atypiques. Eh ben, Livia va pouvoir me confirmer ou non si j'ai raison ou si j'ai bien compris, quoi, du moins. Bonjour Livia! Bonjour Carole, bah écoute, je suis ravie d'être sur ton podcast. Donc oui, moi j'ai découvert Carole dans un autre podcast où c'était elle qui était interviewée et j'ai flashé sur son rire qui m'a mise de bonne humeur tout de suite et aussi sur le jingle du podcast. Donc j'espère que vous aussi ça vous met en joie. Je sais, alors du coup, si je rebondis sur le livre, peut-être. Oui, oui, on va commencer par ça. C'est très bien, merci. Voilà. En fait, c'était cet été, j'étais en plein questionnement sur mon repositionnement. Je savais que je voulais bosser sur la créativité parce que c'était un peu un sujet qui me trottait dans la tête depuis des mois, on va dire, même plusieurs années. Et en fait, j'ai interviewé pas mal de personnes et j'ai fait des recherches. Et je me suis dit, bah tiens, je vais en faire un livre. Et à l'origine, je m'étais dit, bon, je vais faire un plan en trois parties, trois sous-parties. Et puis en fait, rien que l'idée de l'écrire, je me suis dit, oh putain, ça va être très chiant. Et en fait, je me suis dit, personne ne va avoir envie de le lire. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, on va faire un conte, parce que moi, j'adore les contes. Et donc, j'ai mélangé tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'heroic fantasy, il y a aussi de l'anticipation, il y a même des éléments de dark romance, mais qui sont très très légers, parce que j'ai pas pu y aller, sinon clairement, j'avais un peu peur de ce que ça allait donner au niveau de l'audience. Et en fait, du coup, j'ai écrit une histoire en me basant sur le parcours du héros de Campbell. Oui. Je me suis beaucoup inspirée des archétypes de Jung aussi pour les personnages. Donc en fait, chaque Mhm. personnage représente plus ou moins un archétype ou un type de profil créatif. En tout cas pour mes trois héros, parce que j'ai trois héros qui viennent de trois royaumes différents. Et pareil, les trois royaumes terrestres qui existent, en fait, je me suis inspirée des excès qu'on pouvait avoir dans nos sociétés. Donc en gros, il y a le royaume en mode régime communiste, organisation très processée, horrible. Ensuite, j'ai le royaume où là, pour le coup, c'est en mode Rasta. Je ne l'ai pas tellement décrit, mais en tout cas, c'était l'inspiration. Ils fument tous des joints et puis ils sont tous hyper créatifs, mais du coup, c'est un bordel sans nom. Et il y a le royaume qui est plus inspiré des tours à la défense en mode banque d'affaires, où on pense qu'au ROI, à l'argent, etc., et où on met les gens en esclavage à la moindre erreur. Et donc, oui, dans le conte, j'ai été plus rapide que ce que j'aurais voulu, parce que bon, il y a aussi les contraintes de l'écriture. Mais je pense que je ferai du follow-up parce que j'avais énormément creusé tous les personnages, le monde des objets magiques avant d'écrire. Et finalement, j'ai simplifié énormément quand j'ai écrit, pour des raisons pédagogiques et aussi parce que
quand on écrit, en fait, on se rend compte que c'est pas si simple, en fait. Donc parfois, il y a des trucs qu'on avait imaginés, ça rentre pas bien dedans. Donc on se dit, bah, en fait, vaut mieux laisser tomber, puis je verrai plus tard. Mais donc voilà pour le livre. Et il est sorti, je l'ai auto-publié sur Amazon début janvier. D'accord. Alors donc, comme d'habitude, vous allez retrouver les liens sous le podcast et vous trouverez le lien aussi pour aller eh bien, vous intéresser, acheter et lire ce conte fort intéressant. Peux-tu te présenter plus précisément, Livia, s'il te plaît, et nous parler de ta mission? Alors, donc moi j'ai 34 ans, j'ai grandi et je vis à Paris. Donc je suis habituée à la grisaille. C'est de pire en pire avec les années. D'ailleurs, il pleut tout le temps, je sais. Maintenant, on est à Londres. Même il fait même presque un meilleur temps à Londres qu'à Paris, d'ailleurs, hein. C'est ça qui est drôle. Mais donc, j'ai 34 ans. Moi, eu un parcours très classique jusqu'à mes 30 ans parce que j'étais une très bonne élève. Donc, j'ai fait prépa, grande école de commerce. Je suis rentrée en cabinet de conseil. J'ai bossé en start-up. Puis à 30 ans, j'ai eu un petit pétage de plomb au moment du confinement, Covid, tout ça. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça va pas du tout. Il n'y a rien qui me va. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis reconnectée à ma créativité. Donc, avec tout ça, en fait, ça a fait que j'ai lancé mon business en tant qu'indépendante il y a maintenant 3 ans. Et maintenant, en fait, je me suis vraiment positionnée sur le sujet de la créativité en entreprise. Et donc, pour te répondre, je pense que ma mission de vie, d'une manière assez globale, c'est vraiment d'être quelqu'un qui empêche de tourner en rond, un peu de briser le statu quo. Moi, j'ai un côté très libertarien. Dès qu'on me dit qu'il faut faire un truc d'une certaine manière, j'ai juste envie de le faire différemment, même limite juste par provocation. Une bonne rebelle. C'est ça. Bon, en plus, je suis verso, alors on va dire que ça rentre bien, hein. J'incarne bien mon signe astrologique. Mais oui, oui, donc un côté assez rebelle et vraiment l'envie de changer les choses. Parce que là, clairement, on le voit, ne serait-ce que ce week-end avec ce qui s'est passé à la Maison-Blanche avec Trump qui s'est comporté comme un gros sagouin avec Zelensky etc. Enfin, c'est juste plus possible de fonctionner de la même manière. Bon, il y a aussi la catastrophe écologique qui arrive, etc. Et en fait, moi, je me dis, j'ai envie d'être là pour essayer de secouer un peu tout ça et qu'on Hmm. arrive à se dépatouiller un petit peu. Parce que là, pour l'instant, j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de feu de joie, enfin, ou de feu de malheur, et qu'en fait, il y a tout le monde qui court autour en rigolant et en sautant et qui balance de l'huile et des livres pour attiser le feu, mais il y a personne qui se dit, bon, faudrait peut-être arrêter nos bêtises, quoi. Ça Donc me ça, fait un peu penser à l'image, je crois que c'était Henri III, qui avait un peu de la folie et qui courait comme ça habillé en démon avec de la fourrure autour des feux jusqu'à ce qu'ils se prennent feu, justement. Mais c'est un peu ça, ça me fait penser à cette image-là, en fait, hein, moi, de folie ambiante. j'avais un peu l'image des Hébreux autour du veau d'or aussi. Ouais. Dans la Bible, enfin, ou dans les 10 commandements, parce que voilà, ça parlera peut-être plus. Et du coup, ma mission professionnelle plus précise, bah, c'est en lien avec ça. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'elle est, c'est que je veux transformer les organisations pour remettre la créativité au cœur de leur mode de fonctionnement et de leur culture. Parce que moi, je suis persuadée que ça va leur amener plus d'innovation, plus de performance et plus d'engagement des collaborateurs. Mais j'ai envie de dire, moi, ce que j'ai envie d'amener, c'est de la liberté, de la joie et un élan créateur. Et je pense que ça manque vraiment dans les boîtes, surtout les boîtes françaises. Je pense que c'est moins le cas dans les pays anglo-saxons. Ils sont quand même moins comme ça. En France, dès que tu aimes trois trucs un peu différents, on te regarde comme si tu étais fou. Alors qu'en fait, en Angleterre ou aux États-Unis, ça ne gêne personne que tu aies fait un diplôme de philosophie ou d'histoire de l'art ou de littérature et que derrière, tu sois patron d'une start-up. Mais Exactement. voilà, en France, il faut vraiment avoir fait pile le bon diplôme. Et puis, alors, si tu sors un peu des cases, oh mon Dieu, c'est l'horreur. Enfin, c'est assez tragique, je trouve. Ça me fait penser, ça me fait vraiment, ça résonne énormément, hein. Parce que si j'ai quitté le monde de l'entreprise aussi, c'est pour cette raison-là, et pour pouvoir libérer plus ma créativité qui était à l'extérieur, mais non pas dans le monde de l'entreprise, et c'était bloquant. Donc c'est une très belle mission que tu as, et on en a besoin. Alors justement, tu parlais d'apporter de la créativité et de la joie. Qu'est-ce qui te met en joie, toi? Ah bah, il y a plein, plein de choses. Euh, je pense que déjà, il y a tout ce qui est culturel et artistique. Je vais beaucoup à l'opéra, j'écoute énormément de musique, je regarde beaucoup de films. Franchement, ça me fait toujours un bien fou, j'adore. Bah, typiquement, là, le dernier film qui m'a marqué, je suis allée voir Emilia Pérez de Jacques Audiard au cinéma. Franchement, mais c'était incroyable parce que j'ai pleuré, j'ai ri. Le film, il y a eu l'écran de fin, je tremblais limite d'émotion tellement c'était fort. Donc il y a ça. Où hier soir, j'ai revu Le Roi Lion et j'ai pleuré la mort de Mufasa comme une enfant. Et après, je rigolais sur Hakuna Matata. Donc beaucoup de culture.
Ensuite, il y a évidemment voir mes amis. Donc, je suis quand même quelqu'un d'assez bon vivant. Donc, j'aime bien sortir, voir mes amis, aller boire un coup, manger au resto et tout. Il y a mon chat aussi que tu as vu passer tout à l'heure. Oui, qui, parce que pour rappel aux auditeurs et auditrices, quand je fais l'enregistrement du podcast, nous sommes en visio à chaque fois. Donc oui, j'ai vu passer le chat de Livia. Merlin. Merlin, c'est un petit chenapan, mais qui m'apporte énormément de bonheur. Lire aussi et apprendre. En fait, j'adore apprendre des nouvelles choses. Et ça me met vraiment en joie. Et je pense que, d'ailleurs, toutes les situations où je me suis retrouvée dans des phases où il y avait plus d'apprentissage, bah, en fait, j'étais juste pas bien du tout, quoi. Hmm. Donc voilà. Et on apprend tout le temps, hein, toute sa vie. Et réellement, chers auditeurs et auditrices, prenez l'exemple de Livia. Apprenez, apprenez jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Donc face à la joie, il y a l'équilibre avec la tristesse. Et puis aussi, tu parlais tout à l'heure des modèles anglo-saxons. Dans le monde de l'entreprise et de la vie personnelle, il y a aussi des réussites et des échecs. C'est le pendant, c'est l'équilibre. Toi, comment est-ce que tu vis la tristesse? Comment est-ce que tu vis les échecs? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Alors là, je vais parler du haut de ma longue expérience de 34 ans, qui n'est pas très longue, mais quand même, Qui est euh, déjà là, déjà là, quand même. hein? Euh, Moi, il y a un truc que j'ai compris ces 3 4 dernières années. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 5 ans que je suis en thérapie, je me suis beaucoup fait coacher, et franchement, ça a vraiment tout changé. Enfin, moi, je recommande toujours aux gens, quand vous êtes dans une phase de crise, travaillez sur vous, parce qu'en fait, c'est quand on commence à mettre le nez dans son caca et qu'on commence à se dire, OK, comment je peux bouger les choses, que ça change. Sinon, c'est pas en se lamentant que ça va changer. Enfin, clairement pas. Et donc, moi, ce qui se passe, en gros, quand je me sens triste ou que j'ai un échec, hein, ce qui est quand même arrivé assez fréquemment, j'en parlerai un peu plus tard. En fait, la première chose déjà, c'est de reconnaître l'émotion ou la situation, parce que ça sert à rien de se dire que tu es en super réussite si de toute façon tu es en train de te planter grave. Enfin, il y a un moment, ça sert à rien. Enfin, il y en a qui le font, hein. Il suffit de regarder nos gouvernants, hein. Bon, non, mais enfin, oh, il y a du déficit. Oh, bah non, tout va bien. Mais non, 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 ça va pas du tout. Donc, du coup, c'est déjà reconnaître ça, l'accepter. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, bah, verso Cinder, donc très analytique. Donc, moi, j'aime bien analyser ce qui s'est passé. Parfois, ça vire même un peu à l'obsession. Mais bon, faut essayer d'éviter ça. Mais c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Et moi, ce que je fais beaucoup et ce que je faisais pas avant, c'est en fait sortir de l'auto-victimisation. Donc, oui, c'est passé un sale truc. Mais en fait, même quand c'est quelque chose où vraiment, a priori, on pourrait se dire que c'est vous la victime et qu'il y a c'est pas de votre faute. En fait, c'est toujours se dire, OK, qu'est-ce que moi, j'ai pas bien fait dans cette situation que j'aurais pu mieux faire? Parce que dans la plupart des situations, en fait, vous avez quand même un rôle à jouer. Bon, pas si vous faites renverser par un taré dans la rue et que vous pouviez rien faire, mais on va dire des situations humaines, surtout aux professionnels. Assez souvent, vous avez quand même une part de responsabilité. Et je trouve qu'une fois qu'on l'a identifié, en fait, ça donne un sentiment très, alors, je vais utiliser le mot anglais empowering parce qu'en fait, on se dit, bah en fait, si je sais ce que j'ai mal fait, bah la prochaine fois, je pourrais essayer de plus le faire. Ou en tout cas, même si je le refais, en fait, je le referai en conscience ou je pourrais vite rétro-pédaler. Et une fois qu'on a fait ça, bah, il y a deux options. C'est soit on a digéré le truc et dans ce cas-là, on avance et on essaie de ne pas reproduire la même erreur une deuxième fois. Soit on l'a pas digéré, on sent qu'il y a encore des trucs. Et moi, dans ce cas-là, j'aime bien dire que c'est pas mal d'aller faire une séance d'énergétique ou d'hypnose ou autre parce que ça permet de dézinguer le truc direct. Parce que parfois, c'est tellement engrammé dans nos cellules ou dans notre inconscient qu'en fait, on croit que c'est réglé, mais c'est pas réglé. Ouais, et puis parfois ça ne nous appartient pas et on n'a toujours pas compris que c'était pas à nous. Euh, aussi. Ouais. Ah, c'est magnifique, c'est très intéressant. Et je rebondis sur le fait de sortir de la victimisation, oui, parce qu'on a quand même une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, même si nous ne sommes pas seuls responsables. Parfois, oui. Parfois, on est responsable à 100%. Moi, je vois, par exemple, quand je m'entête, quand je suis dans l'entêtement, malgré les conseils que je peux recevoir, etc., mais que je suis dans l'entêtement, et que je me plante, bah là, oui, je suis à 100% responsable. Et il y a d'autres moments où l'environnement va aussi interagir mais on a quand même notre part de responsabilité. Et ça, c'est important parce que c'est garder son pouvoir aussi et ne pas juste être dépendant totalement, quoi. C'est Ah, c'est important ce ça. que tu as dit, hein. Moi, je disais à une copine hier, pour moi, on peut changer et on peut transformer sa vie à n'importe quel moment de sa vie. Alors oui, c'est peut-être un peu plus dur quand on est plus âgé. Mais en Non, fait, non, je te confirme que non.
Bah C'est voilà. toujours possible. Et puis, je pense qu'en fait, même à 80 ans à la maison de retraite, si vous avez été tout seul toute votre vie, bah, vous Ouais. pouvez rencontrer quelqu'un à 80 ans à la maison de retraite. Enfin, c'est possible, tout est possible tant qu'on accepte de reconnaître ses propres erreurs et qu'on se met vraiment dans un chemin de changement, en fait. Et moi, je trouve ça hyper positif et quelque part, ça remonte le moral parce que c'est pas possible d'être dans ces espèces de logiques où on se dit, ah, mais en fait, je peux pas changer, ça va toujours rester comme ça. Enfin, je comprends qu'il y ait des gens, du coup, qui partent en dépression nerveuse et qui font plus d'efforts, mais on peut toujours changer. Oui, et pour rebondir sur ce que tu dis, le changement, c'est du mouvement et le mouvement, c'est la vie. Donc, ça permet de montrer qu'on est toujours en vie. Grave. Alors, ça, c'est un bon moyen de rebondir face aux difficultés que tu peux rencontrer. De quoi es-tu la plus fière? Bah, je vais rebondir parce que c'est lié à des situations d'échec. Bon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas eu une enfance hyper facile. Enfin, j'ai grandi dans un milieu plutôt cool, hein, grands-parents, profs, intellectuels, donc j'ai beaucoup passé de temps avec mes grands-parents. Moi, c'était plutôt à l'école parce que j'ai eu longtemps un sentiment vraiment de différence. Donc, j'ai eu des situations de harcèlement à l'école à plusieurs reprises. J'étais Hermione Granger, bon, peut-être pas aussi insupportable, mais un petit peu quand même. Et à l'époque, je sais que je faisais pas trop attention à ce que je disais, donc parfois je pouvais être un petit peu pain bêche, c'est vrai. Donc il y a eu des situations comme ça qui se sont un peu répétées. Dans le monde professionnel aussi, j'ai vécu des situations qui se sont un peu répétées de ce type-là, qui n'ont pas forcément été faciles. Et en fait, moi, je suis fière parce que j'ai été dans la roue du hamster pendant 10, 15 ans. Et en Mhm. fait, cette fameuse crise de la trentaine au moment du Covid, bah en fait, je me suis dit, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que ça a été déclenché par un mec où en fait, je croyais que c'était l'homme de ma vie et en fait, je me suis fait ghoster comme pas possible. Vraiment, hein, mais je me suis fait avoir comme une bleue. Et en fait, derrière, j'ai tellement été mal qu'en fait, je pouvais que remonter la pente, quoi. Et, Mhm. et en fait, il a fallu toucher le fond pour que je me dise, mais en fait, t'as plein de dons, de qualités, t'es pas heureuse dans ton boulot, t'es pas heureuse dans ta vie sentimentale, il y a plein de trucs que t'avais envie d'essayer que t'as jamais fait. Bah, en fait, fais-les et puis tu verras bien. Et du coup, c'est comme ça qu'en l'espace de quelques mois, bah, je me suis mise au théâtre, je me suis mise au dessin. J'ai décidé, bah, 6 mois plus tard, que j'allais me lancer comme indépendante. Euh, et du coup, j'ai monté ma boîte. Ce qui est assez comique, c'est que quand j'ai monté ma boîte, j'ai recommencé à faire des missions de conseil comme ce que je faisais avant, qui me convenaient pas. Mais du coup, histoire de s'entêter encore un petit peu, j'ai encore essayé. Et pareil, en fait, j'ai surmonté ma peur de manquer et de changer. Et en fait, j'ai réussi à me dire, OK, maintenant, de quoi tu as vraiment envie? Alors, ça a pris 3 ans. Ça a été très long. L'année dernière, on va dire que j'ai passé allez, les derniers 18 mois. Non, peut-être pas. On va dire qu'entre septembre 2023 et septembre 2024, c'était ma période de repositionnement. Et ça a pris beaucoup de temps, en fait. Et même là, aujourd'hui, je suis encore dans la phase d'exploration. Donc, ça se précise, mais c'est pas encore complètement, on va dire, ancré. Mais en fait, je suis complètement OK avec ça. Et en fait, je suis super fière de cette évolution parce que franchement, si on m'avait prise à 24 ans, quand j'étais encore consultante à 3 heures du matin devant mes slides à pleurer parce que j'arrivais plus à travailler, parce que j'étais juste épuisée, et que je me vois maintenant où je travaille 6 heures dans la journée, et où je fais que des trucs qui me plaisent, quand ça m'enquiquine, je décrète que je le fais pas. Et enfin, je viens d'écrire le livre, enfin, il y a une évolution énorme en fait. Mais par contre, ça a pris beaucoup de temps en fait. Ouais. Les coachs qui vendent les transfos en 3 mois, 6 mois, c'est pas vrai. Euh, non, mais c'est vrai, il y a un coaching que j'ai fait avec une de mes formatrices de Coaching Ways de l'époque où je faisais ma certif de coach, qui m'a coachée. Et donc, on a fait 6 mois ensemble. Et en fait, je me rends compte qu'il a fallu presque 2 ans pour que j'intègre tous les apprentissages que j'avais eus pendant le coaching. Parce qu'en fait, parfois, on n'est juste pas encore mûr pour entendre ou pour appliquer ce qu'on a C'est réalisé ça. du point de vue mental. On l'entend, on l'entend, on écoute ce qu'il nous est dit, mais on n'entend pas vraiment. Et puis ça ressort à un moment donné. Et donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Tout ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. C'est un premier pas que l'on fait pour avancer. Et ça rejoint la créativité, ce que j'entends là, tu as recommencé finalement le théâtre, etc. C'est de la créativité. Et dans la créativité, eh ben, il y a des moments de rien. Il y a des moments comme ça où on se pose et on se laisse porter par l'ambiance, on se laisse porter par ses émotions pour créer à nouveau. Donc c'est vraiment un processus de création, hein, le fait de se poser et de rien. Donc c'est
Ouais, Et c'est donc je un vrai comprends mieux sujet. maintenant ton livre hein, sur la... et le fait de vouloir apporter la créativité au sein des entreprises. Et en fait, c'est quelque chose, je trouve, qui est pas du tout permis dans les entreprises parce que, en tout cas, moi, les grosses boîtes où je suis passée, c'est réunions de 9 heures à 18 heures non-stop, ils ont même pas le temps d'aller faire pipi. Enfin, moi, franchement, ça me fait halluciner de même pas avoir le temps d'aller aux toilettes. Enfin, bon, bref. Et en fait, ils ont pas une minute pour respirer. Et donc, en fait, ils sont en permanence là, comme ça, à courir partout. Ils n'ont pas le temps forcément de manager les gens qui sont en dessous. Euh, Enfin, c'est la cata, quoi. Donc forcément, Ouais. je suis pas étonnée qu'il y ait une telle pauvreté d'idées qu'en fait, ils passent leur temps à reproduire, pardon pour la toux, des plans stratégiques chaque année. Ils refont la même chose année après année, ils recopient-collent, ils mettent Ouais. une ligne et puis voilà. Mais en Et fait, il se pose pas pour dire stop. On se pose et on prend une page blanche et on lance les idées et on voit ce qu'on peut mettre en place, ce qui peut être accessible maintenant, ce qui peut se faire à long terme, etc. bah, franchement, moi aujourd'hui, je serais Bernard Arnault et tous les patrons du CAC 40. Je me poserais et je me disais, ok, c'est quoi le monde dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? Parce que je suis pas sûre que dans 50 ans, quand il y aura plus d'eau et qu'on crèvera de chaud, les gens seront là à acheter des sacs Vuitton. Enfin, peut-être qu'il y aura encore quelques tarés qui habiteront sur Mars qui achèteront des sacs Vuitton, mais je pense pas que ça sera la majorité des gens, hein. Enfin, Ils achèteront des seaux pour porter l'eau. c'est ça. Peut-être Vuitton, hein. Ben oui, c'est pour ça. Non, mais c'est une évolution. Et j'entends, hein, et c'est bien parce qu'en fait, c'est vraiment pour moi, là, un questionnement. Je trouve que donc tu fais partie de cette jeune génération et qui a une autre. Mais ça n'engage que moi, chers auditeurs et auditrices. Mais là, quand j'écoute Livia, j'écoute une nouvelle génération avec une génération qui est déjà tournée vers le futur. Et les gens de ma génération, donc on a 30 ans d'écart, hein, presque, on ne se pose pas la question parce on a vécu dans un monde finalement opulent. La planète enfin, avait beaucoup d'opulence. Et on ne prend pas conscience, on a du mal à prendre conscience. Et je trouve ça chouette que on devrait faire confiance aux jeunes et les laisser prendre ces décisions. Quand tu parlais de Arnaud, etc., quoi, mais bon sang, laissons la place aux jeunes. Gardons quelques vieux pour le côté expérience et conseil, mais laissons la place aux jeunes. Alors bien sûr, chers auditeurs et auditrices, ça n'engage que moi, d'accord? Quel est ton plus grand rêve, Livia? Alors, je pense c'est aussi en lien avec le livre, mais c'est vraiment transmettre. Je m'en suis rendu compte ces dernières années. Tu vois, il y a un truc chez moi où j'ai vraiment envie de transmettre ce que j'apprends, ce que j'ai compris, ce que je sais. Et donc, ça passe, ben, tu vois, il y a eu le livre. Là, je lance des séries de conférences. Ça va passer probablement par de l'enseignement. J'ai aussi envie de lancer un projet de recherche. Là, c'est dans les tréfonds de mon cerveau, mais ça va finir par émerger, je le sens. Même, tu vois, un jour, j'ai envie d'avoir un lieu aussi dédié à la créativité et vraiment qui me représente. Donc, c'est vraiment comment transmettre ce que je sais aux autres. Et en fait, je trouve ça assez drôle parce que si je le prends d'un point de vue de filiation, enfin, je suis petite fille de prof et en fait, j'ai été élevée, enfin, j'ai quand même passé beaucoup de temps avec mes parents, mais je passais tous mes mardis, mercredis chez mes grands-parents. Quand j'étais malade, j'allais chez eux et je faisais toutes les vacances scolaires chez eux. Enfin, la plupart. Et en fait, j'ai vraiment été formatée par ma grand-mère qui était professeure d'anglais et qui m'a beaucoup appris de choses. Et je me rends compte qu'il y a presque une espèce de lien en filigrane entre ma grand-mère qui Hmm. transmettait et moi qui continue à être dans une logique comme ça. Ça passe aussi par avoir des enfants un jour, si j'ai la chance d'en avoir. Pour l'instant, on va dire que la situation familiale ne le permet pas, parce qu'en étant seule, bon, je pourrais, mais j'ai pas spécialement envie. Le chat me suffit. Mais ouais, il y a vraiment un côté de ben, faire passer le flambeau à d'autres Ouais, et transmettre, quoi. ouais, ça c'est important. Hmm. C'est une belle mission, ça aussi, de Ouais. transmettre le flambeau. Dans la vie, on reçoit beaucoup de conseils. Quel est le meilleur conseil, celui qui t'a le plus impacté dans ta vie, enfin, que tu aies reçu jusqu'à maintenant? Alors là, je vais te faire une réponse de rebelle, mais en fait, honnêtement, il y a très peu de conseils que j'ai vraiment trouvé utiles et qui ont eu un impact. Honnêtement, quand j'ai réfléchi à la question, je me suis dit, mais en fait, j'en vois pas un seul. Eh ben, il n'y en a pas. Non, mais je me suis fait la réflexion, finalement, les meilleurs conseils que j'ai reçus, c'est ceux que la vie m'a envoyés, parfois Ouais. de manière très violente. Hmm. Mais en vrai, tant que c'était tes copains ou autres qui me disaient les trucs, ben ça passait pas par le cerveau. Et en fait, c'est quand j'ai vécu la situation que je me suis dit, ah oui, en fait, c'est ça. Mais tant que c'était pas passé par mon propre niveau de compréhension et d'expérimentation, c'était mort.
Et au-delà de ça, j'ai quand même reçu beaucoup de mauvais conseils, notamment de gens qui vivaient dans le non-soi, qui n'étaient pas alignés et qui te sortent des trucs du genre non, mais au travail, il faut pas être soi-même, faut cacher qui tu es, parle plus lentement, tiens-toi comme ci, tiens-toi comme ça. Et je suis désolée, j'adore le théâtre, mais j'ai pas envie dans ma vie de tous les jours de jouer la comédie. Enfin, Hmm, les délires de oui, vous jouez un rôle, l'entreprise est un grand théâtre ou une mascarade. Enfin, je vois pas comment c'est tenable dans la durée. hmm. J'ai reçu énormément de conseils là-dessus. Et en fait, moi, ça me convient pas. Ouais. Donc même moi, tu vois, aujourd'hui, j'essaie d'éviter d'en donner aux autres, sauf si on m'en demande, ou alors vraiment, c'est un truc que j'ai expérimenté, mais je leur dis, écoute, ce n'est que mon point de vue, peut-être que ça n'est pas bon, en fait. Hmm. Bien. J'apprécie les rebelles, hein, parce que je te dis, j'en suis une, hein, donc une vraie. Que souhaites-tu que l'on retienne de toi? Alors, bah, d'une manière, on va dire presque métaphysique, c'est que je sois quelqu'un, bah, que je suis quelqu'un de créatif, de très libre, et qui a envie de transmettre ça. Après, si à la fin du podcast, les gens n'avaient qu'une chose à retenir, ça serait de se dire, bah, Livia, elle travaille sur le sujet de la créativité en entreprise. Et s'ils ont envie bah, de faire un peu bouger les choses dans leur boîte, hein, qu'ils soient bah, les dirigeants ou des cadres supérieurs, ou même d'ailleurs, si c'est des gens qui viennent de commencer, en fait, c'est toujours possible de mettre un petit grain de sel, bah, qui me contactent et puis qui fassent appel à moi. En fait, j'ai tout un déroulé, en fait, où en gros, il y a une première brique qui est en fait constitué de masterclass et de conférences pour éveiller au sujet de la créativité et de comment on fait pour la stimuler dans les entreprises. Ensuite, j'ai une deuxième brique qui est plus sur l'identification des leviers et des blocages, où là, moi, j'ai prévu un format où en fait, je vais 3 jours dans la boîte et où fais passer des entretiens pour leur faire un rapport d'étonnement. Mhm. J'utilise ma carte neuroatypique qui voit tout ce qui ne fonctionne pas quand je vais dans des endroits pour faire quelque chose d'original. Et derrière, en fait, on peut travailler ensemble en mode co-construction pour définir un plan de transfo. Et après, j'ai ma dernière brique qui est pour ancrer la créativité dans les entreprises. Et là, ça passe par de la formation euh, des Learning Expedition et du test avec des sessions d'intelligence collective. Et tout ça, c'est en construction. Donc, moi, j'ai vraiment. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment un laboratoire d'expérimentation. J'ai pas toutes les réponses, mais je regarde plein de recherches sur le sujet pour essayer de faire quelque chose qui est vraiment à la pointe de ce qui est récent, enfin, des recherches, et en plus d'utiliser tout ce qui est culture, art, etc., pour qu'en plus, ça soit fait d'une manière fun. C'est Oui. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'experts qui parlent avec des mots compliqués, qui font des bouquins compliqués, avec des Hmm. textes compliqués et qui s'inspirent vraiment beaucoup de d'autres chercheurs. Moi, je suis plus dans une mouvance de j'utilise ce que j'ai compris et ce que j'ai expérimenté et j'essaye que ça soit vulgarisé le plus possible. En gros, si moi, ça m'emmerde de l'écrire ou que je le comprends pas, enfin, ou que la personne va pas le comprendre tout de suite, ben en fait, c'est qu'il y a un problème. Faut que ça soit simple. Oui, et puis en plus, tu t'appuies sur les neurosciences parce que lorsque l'on est dans la créativité, on est aussi dans le mouvement et on utilise aussi son corps. Et du coup, on a beaucoup plus de facilité quand on utilise son corps. On a beaucoup plus de facilité pour l'apprentissage, pour l'écoute, mais aussi pour la créativité. Donc, c'est super important. Merci. Alors, on va arriver à la fin du podcast où j'attends toujours, enfin, l'invité nous propose un cadeau. Quel cadeau souhaites-tu nous offrir? Alors, donc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que mes grands-parents sont décédés là ces 18 derniers mois. Enfin, j'ai perdu ma mamie il y a 1 an et demi et mon papy cet été. Et donc, on a récupéré pas mal d'affaires. Et donc, il y a un livre de ma grand-mère que je voulais récupérer depuis des années. J'étais pas sûre de le choper parce que mon oncle le voulait aussi. Et donc, c'est un livre qui s'appelle The Oxford Book of English Verse. Et donc, c'est une anthologie de poèmes en anglais de plein d'auteurs. Enfin, ça va de Shakespeare à Tennyson. Enfin, voilà, il y a les sœurs Brontë. Et donc, j'en ai sélectionné un que j'aime beaucoup. Donc, faut pas se moquer de mon accent anglais parce qu'il n'est pas incroyable. Alors, moi j'ai un accent très franchouillard hein, quand je parle anglais. Voilà. Donc, en fait, pour l'anecdote, du coup, c'est un extrait de poème de William Wordsworth qui s'appelle, je retrouve le nom parce que je veux quand même, c'est Ode, donc c'est Intimations of Immortality from Recollection of Early Childhood. Et en fait, c'est un poème qui est dit dans un de mes films préférés qui s'appelle Splendor in the Grass d'Elia Kazan, où il y a Natalie Wood et Warren Beatty qui est tout jeune, c'est son premier rôle. C'est Clyde dans Bonnie and Clyde, Warren Beatty. Donc il était très 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 beau. Vraiment, il est magnifique dans ce film. Bon, Natalie Wood aussi. Et en fait, c'est une histoire d'amour entre deux jeunes qui se passe pas très bien au moment de la crise de 29.
Mais donc, il y a un poème qu'ils disent à deux moments du film, et donc je vais vous le lire. Alors, juste Livia, on va demander aux auditeurs, auditrices de se poser tranquillement. Voilà, les pieds, installez-vous bien dans votre fauteuil, là où vous êtes, posez bien vos pieds au sol. Une inspiration, une expiration. Voilà, et nous t'écoutons. Alors, donc le poème dit: Though nothing can bring back the hour of splendor in the grass, of glory in the flower, we will grieve not, rather find strength in what remains behind. Voilà. Donc, je dis juste la partie qui était dans le film, qui est très nostalgique parce que ça parle vraiment de la nostalgie de l'enfance ou de la jeunesse et de, bah, en fait, il faut les apprécier et éprouver du bonheur quand on y pense, mais c'est pas forcément se sentir triste, quoi. Ouais. Ah, c'est superbe. Merci infiniment. Alors, je remettrai pour les non-anglophones, les non-angolophones, pardon, j'ai mal fait ma liaison. Je vous remettrai la traduction en français sous le podcast. Moi, je peux essayer de Merci faire. infiniment, Livia. Allez, encore un dernier mot avant qu'on se quitte. Est-ce que tu as un dernier mot à passer à nos auditeurs et auditrices? Eh bien, ça serait cultiver votre créativité individuelle, parce qu'on ne peut pas être créatif en collectif si individuellement on ne se reconnaît pas ce pouvoir, qui est vraiment le pouvoir par excellence humain. On l'est tous. Et donc Hmm. autant en profiter, c'est comme ça qu'on s'amuse et qu'on est heureux. Merci, merci infiniment. Merci à vous tous pour votre écoute et surtout n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un